biogramme, déjà vous le voyez, le petit. Alors là, vous avez au nord de biogramme toute une série d'Indiens, bon, les Navajos, les Pueblos, les Hopis. Ça sont vraiment les plus connus. Alors ces Indiens-ci, ils ont eu la tenue typique des Navajos, c'est-à-dire des chemises à manches longues qui descendent sur les hanches, qui a une ceinture de cuir décorée, il y a des médaillons, des cheveux longs, noués dans la nuque. Ça, c'est le style dit Chongo. Et ils ont un foulard autour du cou, autour de la tête ici. Alors, les couvertures traditionnelles des Navajos sont très magnifiques, très typiques, très connues. Voilà, avec des motifs géométriques, peuvent être... ça, c'est la maison traditionnelle des Navajos, c'est le Hogan. Quand ils se marient, ils se construisent des maisons comme ça. Voilà un Hogan Navajo, qui est protégé de la terre pour la chaleur. Et à l'intérieur, vous voyez qu'il y a une percée. Là, il y a un chauffage hein, dans un tonneau, et il envoie la fumée hors de la cabane. Oh, c'est cool. Ah oui, oui, au 19e siècle, ça les étonnait toujours de voir le statut des femmes là-bas. Les Navajos ont un curieux sens de l'exercice de la propriété. Le hogan, les moutons et les chèvres appartiennent aux femmes. Les sels et les bijoux reviennent aux hommes. Si une femme Navajo se lasse de son mari, elle peut divorcer. La procédure est simple, elle place sa selle en dehors du hogan. Cela se produit assez rarement, je tiens à préciser. Ça, c'est un témoignage de voyageurs du 19e. Donc les hommes n'ont que le sel. Tu veux plus de ton mari, tu mets la selle dehors. Il a tout compris. Ah, c'est les selles. Ah, oui, je le sais. Une robe à 2 empiècements portée par un Navajo. Oui, ça, avec la ceinture tissée. Ils sont très typiques aussi, ces vêtements. Regardez comme c'est beau. Hein? Et des animaux, c'est ça que tu veux dire? Un tigre? Oui. Qu'est-ce que j'allais dire? On est où ici? Sud-ouest. Sud-ouest, près de Mexique. Avec toutes sortes de couvertures, vous voyez ça comme elles sont encore aujourd'hui assez courues. C'est en Marilyn laine. Monroe, elle a C'est la laine. Monroe. Marilyn C'est de la Monroe, laine. elle a des trucs comme ça. C'est de la laine. On revient à quoi? Des motifs comme ça. Ouais. Navajo. Navajo. Voilà, avec leurs bijoux, leurs bandeaux aussi. Très typique les bijoux, hein. Fleurs de courge. Bon, lui, il a adopté le chapeau à bord plat des Européens. Et là, oui, ça c'était. J'ai mis ça pour vous évoquer d'abord le statut de la femme, et ça c'est Miss Belle Beauté. C'est comme chez nous quand on fait Miss Belgique, vous voyez. Sauf qu'elles, on ne leur demande pas seulement de se mettre en maillot de bain, de faire le tour 3 fois. Elles doivent très vite savoir dépecer un mouton. Si je peux le mémoire, parce que c'est. Oui, voilà, filiation matrilinéaire prime. Société où l'individu est avant toute chose la fille ou le fils de sa mère, la petite fille ou le petit-fils de sa grand-mère. Transmettre leur nom, leurs biens et leur savoir à leurs filles héritières d'une lignée exclusivement féminine. La naissance des filles est donc nécessaire puisque ce sont elles qui transmettent la filiation. Il explique François Héritier, anthropologue française, expert des systèmes de parenté et qui a succédé à Claude Lévi-Strauss au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Les fils, eux, appartiennent par leur naissance au clan de leur mère, mais ils ne transmettent pas cette filiation à leurs enfants.
Ce mouton est dépecé selon le rite ancestral. L'enjeu pour les participantes du concours, décrocher le titre d'ambassadrice de la tribu, remis chaque année à la foire de Windhoek, capitale de la nation Navajo. Winnie entame toujours les présentations de la même façon. Je suis née du clan de ma mère, Nakaiji Dinege, celui des nomades. Ce n'est qu'après qu'elle évoque le clan de son père, Taneezani, celui des égarés. Ce protocole dont sa mère et sa grand-mère qui le lui ont enseigné, comme tous les autres clés de la culture navajo. C'était un petit passage aujourd'hui. J'ai trouvé comme partir du diaporama, vas-y. Voilà. Et ceci dit au passage pour vous montrer que les colonisateurs ont imposé aussi les vêtements occidentaux et qu'assez vite, vous les voyez là, ces vêtements qu'elle porte là maintenant, elle le portait là au 19e siècle, des espèces de vêtements de bohémiennes, comme on appelait ça, qui permettaient de couvrir les femmes parce que les missionnaires n'aimaient pas. Et donc pour les mecs, ils ont ces magnifiques couvertures, un peu comme des guides. Hein. Et oui, vous avez vu au passage, je ne sais pas si je vais revenir, comme ça épais ici les bottes hein, et peinture corporelle évidemment. Avec Geronimo, quelques courageux ont réussi quelques petites victoires, mais voilà, ici sont vêtus les Apaches de larges pagnes de coton blanc et coiffés de bandeaux. Voilà, et ça c'est typique pour les Apaches, c'est la pointe relevée comme ça. C'est pour courir ou... Ah. Alors les Hopis, les Indiens Hopis, ils ont des larges pantalons et des chemises en coton, cintrées, des manches longues, cheveux mi-longs, et ils ont des chemises toutes simples comme celle-ci. Comme ceci, et voilà, toujours ces magnifiques châles de laine avec bordés de bleu ou de rouge. Ceci date de 1890-1920. Alors, on a toute une série de ceintures Hopi. Et alors, les filles, regardez comme les chouettes chignons qu'elles font, hein, elles mettent comme ça, puis elles mettent une âme dedans, elles recouvrent des cheveux, et ça fait des trucs comme. Princesse Leia. Hein? Princesse Leia. Oui, c'est même une BD, hein? Ça vient ou un Star film Wars. de science-fiction. Star Wars. Ouais, ben voilà. C'est copié d'ici. C'est copié de mes Hopi. Comment on appelle ça? Cette fois, je ne sais pas. Dites papillon, voilà. Alors, jeune fille, femme, là, les plus simple, de nouveau, hein, c'est l'âge plus masculin. Avec, comment dire, les bandes cousues qui ne s'effilent jamais puisqu'elles sont tissées. Regardez ici cette indienne avec ses bandes moltières. On dirait qu'elle les a renforcées de plâtre, seulement c'est énorme. Hein? Vous voyez ça? Les bandes moltières ici. Et là, elle est en train de peindre des céramiques. Ouais. Ils aiment beaucoup les bijoux en argent et turquoise. Voilà. Petite série de. Madame Laura, une question. Madame quoi? Laura, une question. Akoma, c'est une Bien, je n'ai pas entendu. Laura a une question. Ah, Laura. Oui, Akoma. La diane avant Akoma, c'est une ville ou c'est un. On essaie les autres. Indienne d'Akoma. C'est une opinion ou Moi, je trouve que c'est un endroit, ça. Mais c'est comme toi, hein, je l'ai lu sur le bouquin. Je ne sais pas plus. En tout cas, je peux te dire que la photo, je crois qu'elle vient de Patricia Rive. Donc ça, c'est toujours la même chose. Et je crois que vous avez reçu maintenant le... Oui, oui, c'est dans la carte. Voilà, Patricia Rive, Dans la carte? page 409, toujours 659. Ouais. Tu m'as mis la référence. Oui. J'ai cauchemardé avec Sur ça, la carte, tu c'est m'avais pas mis la référence. J'ai pas eu l'occasion de vérifier, hein. Mais
Et dans mes rêves, tu n'avais pas mis la référence. Oui, je lui demande est-ce qu'elle a mis la référence de ton livre. Bien noter la référence comme il fallait. Je me soulage. Dans ma traduction. Voilà, regardez-moi ça comme c'est joli. Avec ces intérieurs des Indiens Pueblo qui sont typiques aussi. C'est vraiment des chouettes habitats en terre, comme ça, des petits bâtiments publics. On va voir, on va en avoir. Et quoi, il est temps? Quelle heure est-il? Oui, c'est mal bientôt. 30. Ah, ça va, j'ai encore temps de terminer mon diaporama. Regardez-moi ça. Les cachinas, ça c'est des petites poupées. Les peintres sont remplis de clips, portefeuilles et de ceintures de pluie, cependant que les femmes arborent la coiffure tablita. Tu vois les femmes avec les tablitas, moi je vois pas. Alors, ces petites chapelles au Yucatan ou au Mexique, Ça, c'est déjà le Mexique. regardez là les habitats des pueblos. Oui, ils ont dû à un moment donné circuler. C'est dingue là, hein, les petits, là en dessous de cet environnement. Et là, je vous ai mis, voilà. Ça, c'est. Ils faisaient carrément des petits buildings, quoi. Vous voyez? Et il y a un architecte contemporain que je vous ai déjà montré, je crois, Prédoc, Antoine Prédoc, qui a voulu faire du vernaculaire indien Pueblo. Dans les années 80, c'était un peu la mode de retourner aux origines, au style locaux et tout ça. Et donc je vous montre le bâtiment, c'est ça, son bâtiment. Vous allez dire, c'est moins poétique que ce que je vous ai montré des Indiens Pueblo. Moi, je trouve aussi. Quand même, c'est intéressant de savoir, donc, pas qu'il a coûté 13 millions de dollars, mais que cette abstraction monumentale et consciente d'un paysage est un symbole du développement futur du campus et une affirmation de la puissante personnalité du Wyoming. Implanté sur un terrain de 10 hectares, l'ensemble comprend l'American Heritage Center, le musée des Beaux-Arts. Le cône de cuivre patiné au centre du bâtiment fait écho à un stade circulaire de basketball voisin, mais rappelle également des images d'objets volants identifiés dans les thèmes récurrents de l'architecte. On pense évidemment à l'architecture des Indiens du Pueblo, puisqu'il le dit. Voilà. Par contre, je vous ai mis ça, c'est intéressant, je trouve. C'est. Comment il s'appelle encore celui-là? Ce comédien, ça vous dit rien? Marlon Brando, voilà. Voilà. Eh bien, il a refusé son Oscar pour Le Parrain en 1973 pour prendre la défense des Indiens. Et il a fait venir sur la scène des Oscars cette magnifique indienne qui s'appelle Saché Littlefinger, activiste pour la défense des droits civiques des Indiens, qui vint en costume traditionnel apache. Donc dans les années après 68, les gens commençaient un peu partout à se battre, pas seulement les Flamands, pour le aussi les Indiens. Et là, en l'occurrence, les Indiens... Ah, c'est fini. Ben, normalement, je vais vous montrer